Et bienvenue dans le Livre et vous, votre émission littéraire qui part des livres pour aller vers vous. Je te trouve dans l'annexe de la bibliothèque du Sénat pour donner la parole à ceux qui font vivre la littérature, ceux qui l'écrivent, et aussi ceux qui s'en inspirent pour créer autrement. La rencontre que je vous propose est celle entre deux hommes qui ne sont pas connus, l'écrivain Gustave Flaubert et le peintre David Hockney. Leurs points communs, tous deux font l'objet de deux livres. Un récit et un roman qui mettent en scène leur résistance d'une manière très personnelle. Comment se met-on à écrire sur les autres? C'est la question que je poserai à mes deux invités, le metteur en scène et écrivain Jacques Weber, et qui sera rejoint ensuite par la romancière Catherine Cusset, avec une vie de David Hockney. Bonjour Jacques Weber et bienvenue. Merci de m'inviter, c'est tellement beau et impressionnant. Vous connaissiez ce livre? Je ne le connaissais de réputation, mais puis en regardant l'émission Médiêtre, c'est très touchant. Que faut-il faire pour qu'un livre ne s'effondre pas sur son étagère? Je crois qu'il faut qu'il soit extrêmement vivant, qu'on le bouge sans arrêt, qu'on le gesticule, qu'on le mâchouille après avec ses mains, qu'on le triture, qu'on n'ait pas peur de se le salir. Je crois que c'est très important. Sinon, il redevient sa propre imitation. Comme vous le savez, maintenant, on va en kilomètres des livres pour remplir les étagères, pour faire de vos décos, c'est effrayant. C'est la première phrase de votre livre. Pour qu'un livre ne s'effondre pas sur son étagère, il faut le caler avec d'autres livres. Annotez régulièrement la poussière et le feuilleter pour qu'il vive. C'est ça qui doit donner lieu à votre récit. C'est avec les livres de Flaubert que vous avez beaucoup travaillé. Et moi, je lis relativement peu, mais quand je lis, je farfouille dans le livre. Comme un chien terrifié, et finalement, c'est comme un acteur, quoi. Ça veut dire quoi? Que je boursaillonne. Je vais dans la boursaille, il n'y a pas d'autoroute pour moi. C'est jamais clair, d'ailleurs, c'est un de mes problèmes. Je ne suis pas universitaire, vous m'impressionnez, car vous avez un cursus philosophique important, comme mon frère, n'en croyez rien. Et tout ça m'intimide alors même que moi, mais j'aime bien la bourse, j'aime bien retrouver des pistes à moi. Et je me dis que quand on reste authentique par rapport à ça, quand on ne culpabilise pas de ça, il y a quelque chose qui se dit qui peut être intéressant lorsque c'est contradictoire, lorsque ça achoppe, lorsque ça frappe au coin du bon sens, absolument. Lorsque ça frotte, ça me passionne beaucoup parce que c'est très humain, tout bêtement. On peut parler de Cyrano, on va peut-être en parler, contrairement à cette espèce de légende définitive, patriotique et héroïque, c'est un être perpétuellement en contradiction. Cyrano de Verdun, le personnage de la pièce d'Edmond Rostand, que vous avez joué, j'ai joué tout. Ah, dans Cyrano, je l'ai mis en scène, je l'ai adapté, je l'ai fait Cyrano. J'ai fait de guichet au cinéma, pas de mal d'expérience. Parce qu'avant d'écrire des livres, vous vous êtes inscrit au concours d'art dramatique et vous avez obtenu la première place au concours d'entrée au Conservatoire national d'art dramatique en 69. 12 ans plus tard, à 22 ans, vous obtenez le prix d'excellence du jury à l'unanimité, ce qui vous surprend énormément parce que vous ne saviez pas que vous étiez doué. Vous vous offrez le luxe de refuser l'entrée à la Comédie Française. Pourquoi? Pour des raisons très bêtes, parce que je sortais de 68 et que j'avais des propos un peu marxistes-léninistes sans savoir ce que ça voulait dire. Et que pour nous, le français, c'était le théâtre de la droite et le théâtre de la gauche, c'était d'autant plus contradictoire que ce qui m'avait donné envie de faire du théâtre, c'était des gens de la Comédie Française. Robert Hirsch, Jean-Paul Roussillon, mais non. Pour moi, c'était le temple de la bourgeoisie. D'autre part, il y a quelque chose qui me faisait très peur, c'était l'alternance, jouer un rôle pour une avoine, le lendemain Cyrano, le lendemain Figaro, de grands rôles, puis un rôle de 3 lignes. Tout ça me semblait le contraire de ce que je voyais dans le théâtre, c'est-à-dire une espèce d'immersion de long voyage avec un rôle qui reste inconnu jusqu'au bout. Du haut de vos 22 ans, vous appelez le directeur de la Comédie Française et vous lui dites « Je refuse parce que je n'aime pas ni votre maison ni que ce que vous faites. » C'est vrai, on a reparlé après. Et vous en veut? Non, au contraire, il avait bien aimé cette brutalité et vous réalisez votre rêve sans doute, qui est de jouer non seulement une seule pièce, mais aussi Cyrano de Bergerac.
En fait, cette rencontre avec ce personnage, je vous propose qu'on retourne un peu en arrière, qu'on vous voit parler de ce personnage pendant une répétition de Cyrano Bergerac. C'était en 1983, dans une mise en scène de Jérôme Savary. Cyrano, c'est un personnage qui existait vraiment. C'est un monsieur qui se battait bien dans le pays, qui était bretteur, qui écrivait des très belles choses. Entre autres, sur la science-fiction, c'est le premier qui a parlé de la Lune, comment on pouvait y aller. Et puis, c'était un monsieur qui n'était pas très beau parce qu'il avait un énorme nez comme ça. Il en était très malheureux parce que ça déplaisait aux dames. À partir de là, il avait un comportement, c'était un monsieur qui était très souvent seul, qui était fou amoureux d'une dame qui s'appelle Roxane dans la pièce. Il en est fou amoureux, mais jamais il n'y arrivera. Puisque justement il croit que ce nez est un rempart impossible à franchir. Vous pourriez dire de la même chose de Cyrano aujourd'hui? Oui, peut-être en allant un peu plus loin. Mais là, je le résume assez simplement, c'est plutôt bien, non? Ça se passe pas trop mal. Vous dites que vous n'avez pas de fierté égale à celle d'avoir joué Cyrano de Bergerac. Ah non, je crois qu'il y a une forme de fierté d'avoir joué des rôles extraordinaires qui font partie tellement de notre patrimoine, comme Cyrano bien sûr, mais également comme Alceste, comme Don Juan, Arnolphe. Enfin, les grands classiques, je les ai à peu près tous joués longuement. C'est ça qui est très important. C'est ça dont je suis heureux, fier de ce pas. Mais pour contrebalancer cette fierté sur tous ces rôles, très bizarrement, très narcissiquement d'ailleurs, j'ai envie de revenir parce que je trouve que c'est pas apti et que pour moi il y a eu des représentations de grâce. C'est ce qu'on cherche toujours, cette espèce de chose frémissante de la grâce. C'est pour ça qu'on retourne au théâtre tous les soirs, mais je me dis pas sur un rôle. Là, c'est une grande interprétation, jamais je suis. On me le reproche beaucoup. Dans ma proximité, dans ma famille, on me dit arrête d'abîmer ce que tu as fait. Non, je suis pas satisfait. Je pense que dans beaucoup de rôles, sauf peut-être dans une expérience récente, qui est la dernière bande de Samuel Beckett, vous étiez accompagné par un immense monsieur Peter Stein, qui est un des grands metteurs en scène du XXe siècle. Là, j'ai eu la sensation d'approcher quelque chose parce que la carcasse est totalement éventrée, ouverte, ça saignait de partout. Et je pense que là, j'ai senti quelque chose de mon métier, tout juste. Si un acteur joue chaque soir, il n'est pas satisfait de ce qu'il a fait la veille, ça, j'en suis persuadé. On essaie tous les jours, on réessaie tous les jours. On dit toujours que ce n'est pas jamais la même chose, mais c'est vrai, c'est de nouveau un combat. Attention, c'est pas un combat de vanité, celui qu'on mène peut-être au début de sa carrière. Il y a cette espèce de volonté il y a cette espèce de volonté pénétratrice qui est tout à fait dangereuse. Après, ça peut se reconvertir dans quelque chose de totalement calme. Becketien, justement, quelque chose qui c'était comme cette grande maison de Beckett qui est toute seule sur un champ immense, ça, avec juste un arbre comme ça, et là il y a un combat qui est beaucoup plus intéressant, et peut-être qu'il est la vraie séduction, c'est-à-dire d'être totalement à soi-même, face à l'infini, face au fini qui nous attend. Enfin, je ne veux pas faire de grands mots, mais c'est vrai que je veux veiller, mais je me dis que être acteur, c'est vouloir ou non une confrontation. Penser en milieu, petit quelque chose, vivre en besoin, penser en demi-dieu, vivre en besoin, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai pris un tarsi très agréablement, correctement vêtu, d'une écharpe de très bonne qualité pour ne pas avoir trop froid. Bon, j'arrive bourgeoisement, je suis un artisan comédien, et puis une fois que je suis sur scène, là, il y a quelque chose qui est très stérien, très ancré dans la tête, qui est donc le demi de quelque chose. Et puis l'autre moitié, c'est vers là-haut, ça s'inscrit, c'est-à-dire que oui, il y a quelque chose de très mystique dans la relation de l'acteur au moment où il joue, il cherche une transcendance qu'il ne trouve pas tous les jours, elle est très rarement là, mais quand elle est là, il y a quelque chose qui se passe, qui est l'ordre de cette immense jouissance. Quand on chante pour la première fois une note, quand on fait du chant ou de l'opéra, en fait, je sais pas,
cette transcendance, on la recherche dans le texte ou dans le jeu. En tout cas, il faut en être préoccupé là.